Laurent Gbagbo sera donc jugé pour crime contre l'humanité, ainsi en a décidé le tribunal pénal international de La Haye. 4 chefs d'inculpation sont retenus contre l'ancien président ivoirien: meurtre, tentative de meurtre, viol et persécution. C'est sa part de responsabilité que la justice souhaite établir dans les violences qui ont suivi les élections présidentielles de novembre 2010 et causé selon l'ONU la mort de plus de 3000 personnes. Après 10 ans de pouvoir, Laurent Gbagbo est finalement tombé le 11 avril 2011. Les forces républicaines d'Alassane Ouattara, soutenues par l'ONU et par la France, le placent en état d'arrestation à l'intérieur même du palais présidentiel, où avec Simone, son épouse, et ses derniers fidèles, il s'était retranché derrière une batterie d'armes lourdes. La crise aura tout de même duré plus de 4 mois, le temps de replonger le pays dans la guerre civile, le temps que n'agissent les sanctions internationales contre lui, le temps de contester le résultat du scrutin du 30 novembre 2010. Soit 54,10% des suffrages exprimés. Le 2 décembre, la commission électorale indépendante annonce la victoire d'Alassane Ouattara avec 54,1% des voix. Résultat aussitôt invalidé par le Conseil constitutionnel, contrôlé par le président sortant. Est-ce que oui ou non les Ivoiriens m'ont élu ou bien ils ne m'ont pas élu? C'est ça la seule question. Parce que vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est la seule question. La seule question qui vaut, c'est dans quel pays est-ce que celui qui est au pouvoir, c'est celui qui est légitime? De par la démocratie, de par les institutions du pays. Est-ce que c'est celui qui est légitime? C'est ce que nous cherchons et c'est ce qu'on doit chercher pour la Côte d'Ivoire. Le 4 décembre, les 2 hommes vont tour à tour prêter serment. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec 2 chefs d'État qui vont s'affronter par les armes et dans le sang. Tous les pleux, Doké, Bloléquin, Douékoué, Daloa ou San Pedro, puis Yamoussoukro, les forces républicaines prennent une à une les villes du pays jusqu'à Abidjan, le 31 mars 2011. Aujourd'hui, elles sont aux portes d'Abidjan. À tous ceux qui sont encore hésitants, que vous soyez officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous demande de vous mettre à la disposition de votre pays et de rejoindre ainsi la légalité. Après 20 ans de combat politique, Alassane Ouattara va finalement devenir l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Mais pour que son pays profite pleinement de toutes ses richesses naturelles, il doit encore réussir le processus de réconciliation nationale, c'est-à-dire à la fois reconnaître sa part de sang versé et pardonner à ses adversaires d'hier. Billet retour à Abidjan avec Willy Bracciano. L'excitation est à son comble ce lundi matin pour ces collégiens. La plupart prennent le bateau pour la première fois, mais surtout ils vont être les premiers à voir de près le 3e pont d'Abidjan. C'est l'attraction du moment en Côte d'Ivoire. Et pour l'occasion, visite guidée avec le directeur technique adjoint du chantier. Dites-moi ce qui retient votre attention. C'est les pieux. Nous, dans notre cas, le pont repose sur des pieux. Il y en a 62 au total. Vous avez des fils de 2 pieux. Et juste au-dessus de tout ça, vous avez les caissons. 47 000 mètres cubes de béton, 1400 ouvriers, 1,5 km de viaduc, un chef-d'œuvre qui émerveille Mélissa. Quand nous visitons comme ça, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Quand on voit, je suis impressionnée par ça. Et je crois que c'est bon. Un pont à péage dont la concession a été attribuée à une société française. Il doit rallier les quartiers La Riviera et Marcory en 15 minutes, soit 1h15 de moins que le parcours actuel. Si les premiers coups de pioche ont été donnés en septembre 2011 sous la présidence d'Alassane Ouattara, le projet date de 1996 sous l'ère Bédier. C'est le premier projet qui a été relancé à la sortie de la caisse post-électorale qui s'est achevé au cours de l'année 2011. Pour les Ivoiriens, c'est un 3e pont, c'est une forte symbolique aussi, 2 ponts existants. Un 3e pont qui va porter le nom d'un ancien président de la République, M. Henri Konan Bédié, mais aussi pour l'activité économique parce que ça va dynamiser l'activité de cette ville.
Coût total des travaux, plus de 200 millions d'euros. Il devrait s'achever à la fin de cette année. Ce pont reflète la politique de changement voulue par le président Ouattara dès sa prise de fonction il y a 3 ans. Abidjan, vitrine du pays, doit revêtir une nouvelle image. Comme ici à Abobo, théâtre de lourds combats pendant la crise et où l'on a voté massivement pour le pouvoir en place. Je suis fier. Ici même, il n'y avait pas de voie, c'était entièrement coupé. Nous sommes en train de voir les machines un peu partout, les travaux sont en train d'être achevés. Depuis 1 an, nous sommes en train de voir les choses évoluer. Mustapha, surnommé Moukito, est un jeune leader dans son quartier. Nous l'avions rencontré il y a 3 ans avec ses amis, en pleine crise post-électorale, sous l'arbre à palabres. Des jeunes pour la plupart diplômés mais sans emploi. L'espoir d'un avenir meilleur avec Alassane Ouattara avait poussé certains à prendre les armes pour l'installer au pouvoir. Pendant 5 ans, nous allons voir. Si Alassane n'a pas pu pendant 5 ans, mais non, il ne pourra pas rester, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne peut pas être le salon de quelqu'un. 3 ans après, nous les retrouvons à nouveau sous l'arbre à palabres. Ils soutiennent toujours leur champion, mais avec amertume. Je suis prêt à lui donner un second mandat. Oui. Mais je demande à ses lieutenants, je demande à ses ministres qu'ils acceptent de nous entendre quand on va vers eux. Après tous ces sacrifices-là, on veut que l'État ait un regard rétrospectif vers les plus méritants. Ce n'est pas forcément l'emploi. Ce n'est pas forcément le problème financier. Non. Mais il faut avoir de la considération. Mais aussi l'emploi. Puisque nous sommes méritants, nous avons des diplômes. Pas qu'on n'a pas de diplômes, on a des diplômes. Il y a des recrutements. Oui. Moi j'apprends qu'il y a des recrutements à la CIE, il y a des recrutements à la GSTC, à la Petroci. Un peu partout. Il y a une qualification en chimie industrielle et alimentaire. Pour ne pas qu'il y ait des bombes à retardement, je pense qu'il est temps de regarder derrière. Les élections sont pour bientôt et puis essayer de remédier tout cela. Des paroles qui sonnent comme une mise en garde. Pourtant, de nombreux programmes pour l'emploi financés par les bailleurs de fonds internationaux ont vu le jour. Comme les 50 millions de dollars pour l'emploi des jeunes investis par la Banque mondiale. Mais dans un pays où l'Agence pour l'emploi a enregistré plus de 80 000 nouveaux demandeurs depuis 2011, les effets ne sont pas encore visibles. Nous nous rendons à Yopougon, un quartier pro-Gbagbo. Ici, les forces pro-Ouattara se sont livrées à des pillages. Les victimes ont encore du mal à s'en remettre. Alors, quand la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation prend ses quartiers dans la commune, les rares informés s'y pressent pour demander réparation. S'il vous plaît, c'est qu'un 4-17. Oui. Nous sommes au 4e jour des premières auditions. Alors qu'elle enterrait une sœur au village, en juin 2011, Béatrice apprend que son frère, un agent de sécurité, a été tué par 9 militaires pro-Ouattara ici à Yopougon. Méfiante, c'est la première fois qu'elle ose publiquement en parler. On a peur de dire quoi que ce soit. Vous comprenez un peu? Pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non. Donc on reste dans notre coquille. Non, si quelqu'un me demande, bon, j'en parle. Parler aussi, ça soulage. Parler, ça soulage, sinon. Bonjour madame. Bonjour madame. Mademoiselle Taou, je vous écoute. C'est à partir de quel moment, quelle année et qu'est-ce que vous avez vécu concrètement? Donc, juin 2011, étant au village, on m'a informé que mon grand frère avait été tué. Et quand je suis revenu, après les propos recueillis, il s'est trouvé qu'il y avait notre voisine du nom de Nadège qui avait alerté les FSI que mon frère serait un guerrier ou un roubé, donc milicien, un pro-Gbagbo. Vous n'avez pas retrouvé le corps? On n'a pas retrouvé le corps. C'est sa carte d'identité qui, par miracle, m'est revenue. Le problème, Béatrice n'a aucune preuve, ni aucun document pouvant attester le décès de son frère. C'est tout ce que vous avez comme preuve qu'il est mort physiquement. Ou bien il y a des témoins au moins.
Il y a quelqu'un qui doit venir témoigner. Qui était là quand on l'attrapait, qui a demandé pardon. Béatrice devra revenir avec un document officiel. Ensuite, la commission aura jusqu'à fin septembre, avant sa dissolution, pour vérifier les faits et organiser des audiences publiques. Il y en a qui ont perdu quelqu'un. Ça fait mal, on nous raconte. Mais il y en a qui ont perdu beaucoup de biens. Donc la plupart du temps, il faut les dédommager. Fortement critiqué pour son très faible impact, après 2 années de tâtonnement, la tâche sera ardue pour la commission. Difficile de satisfaire Béatrice et les autres familles en 3 mois, quand on sait que la crise post-électorale a fait plus de 3000 morts et 1 million de déplacés, selon l'ONU. Aujourd'hui, le calme est revenu à Abidjan, la sécurité également. On est loin de la grande vague d'attaques, de braquages et d'homicides enregistrés au dernier trimestre 2011. Symbole du renouveau sécuritaire, le CCDO, une force d'élite créée en mars 2013. À vous le réseau, parlez. Sa salle opérationnelle flambant neuve et ses dizaines de caméras qui quadrillent Abidjan. Elles sont les yeux de la police dans une ville où le danger peut venir de jour comme de nuit. Retour à Abobo, en patrouille avec le CCDO. Ah, c'est très très sensible. Surtout à Abobo, c'est l'une des zones vraiment... Le taux de criminalité était vraiment très élevé, mais je pense qu'avec le boulot abattu déjà, je pense que ça va. Vous constatez ici, ça s'amuse ici. Ce samedi soir, les hommes du lieutenant Yeo semblent détendus, mais ils gardent tout de même un doigt sur la gâchette. Leur mission, lutter contre le grand banditisme, le terrorisme et assurer la sécurité de l'État. On fait aussi appel à eux pour combattre les nouvelles formes de criminalité, comme les agressions dans les taxis. Bonsoir, monsieur. Veuillez descendre s'il vous plaît. Les agressions dans ce temps-ci se font un peu récurrentes. Donc ça fait que, bon, on a connu le cas d'un mannequin qui a été agressé dans les taxis. Et après, il y a eu d'autres cas d'agression. Donc nous procédons maintenant aux fouilles. La particularité de cette nouvelle force, elle est composée de policiers, de gendarmes et de militaires. Quelques kilomètres plus loin, une autre équipe patrouille à pied à Marcory, quartier animé le samedi soir. Comme on dit, c'est un jour de fête. On en passe pour voir si tout se passe bien, quoi. Ok? Dans des lieux comme celui-ci, les microbes n'hésitent pas à attaquer. Les microbes, ce sont des jeunes âgés de 9 à 15 ans. En bande organisée, ils dépouillent toute une rue. Un phénomène apparu dans les années 80 et qui refait surface. Bon, la société à Marcory, ça va, hein, ça va. Ça va un peu, quoi. Sinon, c'est pas trop ça. Souvent, les enfants de la rue nous agressent. Bon, en tout cas, c'est pas trop... La sécurité n'est pas trop stable, quoi. Donc, quand on les voit comme ça, on est content. Selon le dernier baromètre du Conseil national de sécurité, l'indice d'insécurité a chuté, passant de 3,8 en 2012 à 1,2 l'an dernier. Ce climat redonne confiance aux chefs d'entreprise et aux investisseurs. Il y a 3 ans, la société de transport et de logistique de Stéphane Éolier avait été l'une des victimes collatérales du conflit. Il avait diminué les salaires pour ne pas licencier. L'objectif donc, rattraper le retard. J'ai fait quelque chose qui est un peu bizarre, ils sont là pour vous, ils peuvent le reconnaître. Avec la crise là, je n'ai pas mis quelqu'un au chômage technique, je n'ai pas licencié. Vous êtes là pour reconnaître, hein? Vrai ou faux? Ah, vous parlez pas, hein? Ah bon, c'est vrai alors. Hein? D'accord, il ne faut pas dire ça dans votre gorge, hein? Ah, bon. Stéphane Éolier est un chef d'entreprise atypique. Dès 5 heures du matin, il est déjà au bureau pour faire tourner cette société qu'il a créée et qu'il dirige avec sa femme depuis 13 ans. Aujourd'hui, sa société CIMAD, c'est 250 salariés et près de 700 journaliers. Pour un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros l'an dernier, son ambition, se développer dans la sous-région. Si on veut être un pays émergent à l'horizon 2020, je crois que fondamentalement, ça passe par les PME et PMI locales
qui ont cette dynamique de valeur ajoutée, cette dynamique d'embauche de personnel. Je crois que fondamentalement, et je le dis, il y a tout pour être heureux en Côte d'Ivoire, il y a tout pour être heureux en Afrique, et en particulier, comme je dis, en Côte d'Ivoire. Ces PME et ces PMI sont le vivier, le socle pour le futur de la Côte d'Ivoire. Demander une commission. Un avenir économique qui semble s'annoncer radieux. La Côte d'Ivoire est sortie de la récession il y a 2 ans et connaît actuellement une croissance digne de celle des tigres asiatiques, plus 8,7% en 2013 et presque 10% en 2014, selon les prévisions de l'UFMI. Mais l'embellie économique ne profite pas encore à tous. Le panier de la ménagère est quasi vide. Beaucoup se plaignent de la vie chère. Un habitant sur 2 vit avec moins d'$1 par jour. Résultat de 10 ans de crise. Aujourd'hui, comme ça, on n'a pas encore la chance d'avoir un poisson. Ça peut venir. Voilà. Oh, c'est parti. Il y a un qui vient de nous échapper là. La pêche du jour est bien maigre pour Faustin et Jean-Roger. 2 petites carpes et quelques crabes dans leur filet. Pas de quoi espérer une rentrée d'argent aujourd'hui. D'ailleurs, depuis la crise, leur pouvoir d'achat est en berne. Donc vraiment, la pêche fait beaucoup de choses pour nous ici. Le plus souvent, c'est la nuit qu'on pêche beaucoup les poissons. Donc maintenant, quand la pêche est limitée depuis la crise, bon, ça fait qu'on a des problèmes. La pêche à la pirogue est une tradition ici à Blocos, un petit village ébrié en bordure de lagune. Mais Blocos est aussi connu pour avoir soutenu l'ancien président Gbagbo. Faustin veut nous présenter ses amis. Ils n'ont pas oublié ce que les pro-Ouattara leur ont fait subir. C'est le cas de Jonas, arrêté, battu, accusé de cacher des armes dans la lagune. Il ne veut plus pêcher. Pourtant, aujourd'hui, ses amis et lui se disent prêts à passer l'éponge sur les différends avec le camp d'en face. Si ce n'était pas à cause de cette crise, mon père serait encore en vie. Mais malgré tout ça, je me suis lancé et je suis prêt à accompagner cette caravane de réconciliation. Papa Houphouët-Boigny nous a appris le pardon, d'être tolérant. Donc pourquoi pas libérer les autres, qu'on pardonne. Tout est pardonnable. Tourner la page du passé pour bâtir l'avenir. Oui, mais à condition que les prisonniers politiques soient libérés. Le président Ouattara est bien décidé à conduire son pays sur la voie de la réconciliation et de l'émergence d'ici 2020. Un pari difficile, mais pas insurmontable. Voilà, ainsi s'achève ce billet retour à Abidjan. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.